Bienvenue sur Just in Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Jean-Michel. Salut Justine. Ça va ? Ça va très bien, merci. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté du coup cette invitation. Merci à toi pour l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Donc moi je m'appelle Jean-Michel Canitro, je suis attaché de presse depuis un certain nombre d'années. J'ai commencé mon parcours dans ce métier par différentes directions. J'étais à la fois DJ, j'ai travaillé dans des magasins de disques, j'ai fait un peu de radio et puis j'ai eu l'occasion, la chance de travailler dans des grandes maisons de disques. D'accord. Virgin, EMI, Sony Music, d'accord. Universal, enfin voilà, je les ai presque toutes faites. Et puis à un moment, c'était il y a pratiquement 20 ans, j'ai eu l'idée de monter mon agence de promo indépendante, Canitro & Co, pour continuer à faire ce que je fais, mais mettre mon travail, entre guillemets, mon savoir-faire au service à la fois des artistes et puis des personnes de maison de disques qui avaient apprécié de travailler avec moi et qui voulaient continuer. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce qu'on passe de DJ à travailler dans des magasins de disques, puis en maison de disques, puis à attaché presse ? Il y a un enchaînement qui peut être un peu logique ou naturel. C'est qu'à l'époque où moi je me suis lancé comme DJ, il n'y avait pas vraiment d'opportunité pour moi pour travailler dans des maisons de disques. J'avais, en fait, depuis le départ, dans mes jeunes années, j'avais toujours eu envie de travailler dans la musique. Voilà. Bon, c'était mon grand fantasme. N'étant pas musicien, la façon pour moi d'exprimer mon goût, mon amour pour la musique, c'était de le faire partager à la fois sur des dance floors, mais aussi dans quelques émissions de radio que j'ai faites. Et puis, j'ai aussi eu l'occasion de travailler dans quelques magasins disques parce que j'aime la musique, j'aime les disques, que ce soit les CD ou les vinyles. Et puis, ça m'a donné aussi l'occasion de faire des rencontres avec des gens de maisons de disques. Et à un moment, je leur disais, ouais, moi j'adorerais travailler dans une maison de disques, rencontrer les artistes, pouvoir les aider à émerger. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a donné ma chance, c'était le patron de Virgin à l'époque, la maison de disques, pas le Virgin Megastore. Et ça m'a donné l'occasion justement de travailler sur des artistes qui à l'époque étaient complètement débutants, comme Étienne Dao ou Rita Mitsuko. D'accord. Quel était ton rôle du coup chez Virgin ? C'était quoi ton métier ? Mon rôle, c'était, puisque c'était ma première maison de disques, ma première expérience en maison de disques, je suis rentré au bas de l'échelle, tout petit. J'étais assistant promo. D'accord. Voilà. Et je faisais un petit peu tout, à la fois des envois de disques, les cafés, le courrier, enfin multitâches. Un peu à la multitâche. Et puis, il faut resituer ça dans le contexte de l'époque quand même, parce que je parle d'un temps que peut-être certains n'ont pas connu, mais on parle des années 80. Donc, c'était en 1980 exactement. Et à l'époque, le paysage médiatique n'était pas tout à fait le même qu'aujourd'hui. Il commençait à y avoir ce qu'on appelait les radios libres qui émergeaient. Bon, avant d'être des radios libres, c'était des radios pirates. D'accord. Ensuite, elles sont devenues des radios libres et maintenant, c'est tout simplement les radios FM. Bon. Donc, ces radios-là, au début, commençaient à émettre et avaient besoin de matière, avaient besoin de disques et appelaient les différentes maisons de disques. Et quand ils appelaient chez Virgin, comme on ne savait pas très bien
vers qui les envoyer. Et j'ai eu le droit à tous les appels que personne ne voulait gérer, de mecs de radio qui appelaient, qui disaient bah ouais, moi je voudrais recevoir des disques, je voudrais recevoir des artistes, etc. Bon, alors il y avait des radios complètement éphémères, des radios un petit peu associatives, et puis bon, il y avait déjà des grosses radios comme RFM, comme Énergie. Donc du coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvé propulsé responsable de la promo Radio FM. Et Ok. voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes armes dans ce métier. Ça m'a permis aussi de créer un bon relationnel avec les gens de radio. Et ça a été très bénéfique aussi pour des artistes qui, qui ont démarré, on peut le dire encore une fois, grâce à la FM, des artistes comme Étienne Dao ou Rita Mitsuko. D'accord. En termes de parcours scolaire, est-ce que tu avais déjà un background musical? Est-ce que tu avais déjà je sais pas, quelque chose qui pouvait t'aider à exercer ces métiers? Pas du tout, pas du D'accord, tout, pas OK. du tout. Non, 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 j'aurais pu, hein, mais simplement que, les cours de musique, ne me branchaient pas plus que ça. J'ai essayé de prendre des cours de guitare et j'ai pas été très, très bon. Donc OK. du coup, j'ai très vite lâché, ce côté du métier pour, m'intéresser, à l'autre, aspect du métier, c'est-à-dire être derrière le rideau, comme on dit. D'accord. D'où venait cette appétence pour travailler dans l'industrie musicale? Encore une fois, c'est le goût de la musique, l'amour de la musique. Voilà. D'accord. Moi j'ai été, comment dire? J'ai été bercé par les Beatles, par Pink Floyd, par des grands groupes de rock. Heu, mais ce qui a éveillé mon sens musical et mon amour de la musique, c'est c'est la radio. Je me souviens que, heu, tout jeune adolescent, j'ai pas tellement subi l'influence de mes parents. C'est moi qui me suis forgé ma culture musicale en écoutant la radio. Mmh. Et j'écoutais très souvent la radio le soir, tout seul dans ma chambre. Et c'est comme ça que j'ai eu à la fois l'amour de la musique, cette envie, cette curiosité, cette envie d'en savoir plus sur les artistes. Et puis aussi en parallèle, parce que c'est assez lié finalement, l'amour de la radio. Mmh. L'amour de la radio en tant qu'auditeur ou à l'intérieur? Ah bah, au début, c'était en tant qu'auditeur. D'accord. Et après, c'est devenu intérieur, au fur et à mesure où je rencontrais des gens de radio, Mmh. en leur amenant des artistes, en proposant des interviews, en les appelant pour la diffusion de mes artistes, Mmh. et puis, en collaborant, en faisant quelques émissions de radio. Je travaillais entre autres sur des radios comme RFM et aussi Skyrock, voilà, des grosses radios, D'accord. mais quand j'ai travaillé à Skyrock, c'était pas une radio qui passait du rap à l'époque. Oui, C'était vraiment Skyrock, au sens, rock du terme, quoi. Voilà. d'accord. Je ne connais pas vraiment le monde de la radio et j'ai pas encore eu la chance d'avoir de personnes, actuellement à l'intérieur. Très bien Est-ce que dans la tête. donc j'aimerais bien. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du fonctionnement, d'une radio, je sais pas, de ton expérience, une anecdote, quelque chose? Hem, Écoute, j'avoue ne pas avoir d'anecdote là qui me vient à l'esprit, mais le fonctionnement d'une radio, bah, écoute, c'est assez simple, hein. C'est vrai que ça peut être mystérieux pour pas mal de gens. Les gens Mmh. ont peut-être l'impression que quand on arrive dans une radio, qu'on parle dans un micro, il suffit de prendre une pile de Le CD? CD. Enfin, maintenant, c'est plus vraiment des CD, maintenant, c'est des fichiers informatiques. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Il y a un vrai travail de préparation qui se fait en amont, hein. Mmh. Je veux dire, les gens qui sont un petit peu novices peuvent penser à tort que les gens qui travaillent dans des radios sont des privilégiés et qu'ils arrivent et qu'ils ont juste à venir arriver 10 minutes avant leur émission et à parler dans le micro. C'est pas ça, hein. Non, Mmh. c'est vraiment tout un travail de préparation et de mise en onde, comme on dit.
D'accord. J'imagine que oui, effectivement, il y a un travail de préparation pour coller à la ligne éditoriale, si je puis dire, de la radio en elle-même, en termes d'esthétique musicale. Moi, je me demande vraiment comment est-ce qu'on choisit, de passer ou non, un artiste? Qui s'occupe de choisir ça? Alors, il convient de définir qu'il y a plusieurs types de radios. Alors, il y a les radios, auxquelles on pense immédiatement, nous, c'est les radios musicales. Après, il y a les Mmh. radios qui ne sont pas forcément musicales, ce sont des radios, généralistes, hein, comme, RTL, Europe 1 ou France Inter. D'accord. Puis il y a des radios où il n'y a pas du tout de musique, hein. Mais dans les radios, musicales, qui décide de passer de la musique? Alors, heu, de façon, quasi générale, c'est un directeur des programmes OK. qui fait office de programmateur. C'est lui qui fait la sélection des titres qui doivent passer sur, son antenne. Bon, il peut arriver aussi qu'il y ait quelques animateurs, dont je faisais partie à l'époque, qui arrivaient avec, leur disque à eux et Mmh. qui disaient: «Ben, moi, je veux passer ça. Voilà, j'ai mon émission, j'ai mon concept». C'est un peu, l'idée d'être électron libre sur une radio. Mais bon, c'est quand même une notion qui est un peu en voie de disparition, malheureusement. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça que je fais plus de radio pour l'instant. D'accord. Mais voilà, en général, c'est le directeur des programmes, qui décide. C'est pas l'animateur qui dit: «Ouais, je veux passer ça, ça et ça». Il n'a pas vraiment cette liberté. Bon, voilà, c'est la règle et d'ailleurs, moi, dans mon travail maintenant, je suis en contact depuis de longues années avec, justement les gens qui décident de programmer les titres sur les radios. D'accord. Repartons un petit peu sur la création de ta société. Est-ce que tu peux faire un petit peu la genèse, un petit peu le point de la création et de ce qu'elle est aujourd'hui? La Calitro Co existe depuis 1998, donc Mmh. voilà, un petit peu plus de 20 ans même, hein, je dois dire. C'est une société qui a été créée, pour, répondre à une demande, à la fois d'artistes ou de gens de maisons de disques qui voulaient avoir quelqu'un qui travaille sur des projets avec un focus, un petit peu plus prononcé, un engagement, un investissement, assez fort. Ce qui peut arriver dans des maisons de disques, mais bon, c'est pas toujours le cas. Donc, certains artistes ont peut-être, l'impression que quand ils sont dans une grande maison de disques, ils font partie d'une écurie. Ils sont pas forcément, mis en avant, ou considérés comme ils le souhaitent. Bon, ils ont tort ou ils ont raison, ça c'est un autre débat. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'attachés de presse indépendants, puisque je suis pas le seul sur la place de Paris, Mmh. on est un peu réputé pour faire un travail, un petit peu plus personnalisé, un petit peu plus un travail de fond. Et c'est ça qui plaît aux gens, qu'ils ont l'impression que, ils sont pas considérés comme le numéro 20 de la liste des objectifs, mais qui sont, dans les top priorités de l'attaché de presse. D'accord. Et c'est vrai que voilà, c'est agréable pour eux de sentir à quel point on est motivé. Ce qui me change, moi, par rapport à l'époque où j'étais, dans les maisons de disques ou dans les labels, c'est que quand tu es dans une maison de disques, tu ne choisis pas forcément les projets sur lesquels tu travailles. On te dit: Bien «Bah, sûr. voilà, cette semaine, les objectifs, c'est ça, la semaine d'après, ça sera autre chose», et tu dois travailler, quoi que tu penses, du projet. Quand tu es attaché de presse indépendant, tu as, cette faculté, ce luxe de pouvoir choisir les projets sur lesquels tu travailles et de dire: «Bah, ça j'aime, je vais y aller à fond» ou «Ça j'aime pas, ça me parle pas, je vais pas y aller». Heu, donc ça, c'est quand même un sacré avantage. Peut-être que l'inconvénient que nous n'avons pas quand on est dans une maison de disques, heu c'est qu'en tant qu'attaché de presse indépendant, on n'a pas forcément les mêmes moyens que des grosses majors. D'où l'intérêt de travailler en étroite relation avec les gens des maisons de disques qui nous font confiance et avec les chefs de projet parce qu'à un moment, on peut faire monter un projet et réclamer auprès d'eux d'avoir des moyens un peu marketing Mmh. que nous n'avons pas, nous, en tant qu'attachés de presse indépendants, mais c'est le label qui peut nous donner ces moyens. D'accord. Comment est-ce que tu choisis un projet plutôt qu'un autre? Tu m'as parlé d'une question de goût, mais est-ce qu'il y a d'autres, critères? Alors, je l'ai choisi, d'abord, c'est totalement subjectif. Voilà. Un projet me parle, un projet me plaît, c'est ce qu'il y a de primordial. Mmh.
Après, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, c'est le profil du projet parce que, je suis un peu spécialisé quand même sur des choses qui sont pop, rock, des fois peut-être un peu variété, Mmh. mais je reste un peu dans cet univers. Je ne vais pas sur l'urbain, D'accord. je ne vais pas sur, l'électro parce que ce sont 2 genres musicaux qui sont très bien, mais qui sont assez spécialisés. Il y a Mmh. des gens qui font ça très bien et qui le font mieux que moi. Donc moi, j'ai pas envie de me disperser à essayer de faire des choses que je ne saurais pas faire. Je reste vraiment sur des choses qui sont pop, rock, et grand public. Voilà, je veux pas non plus rentrer dans une espèce de chapelle ou de ghetto où on me dit, «Bah, voilà, tu vas être spécialisé sur tel ou tel genre musical». Non, non, moi, je choisis des projets qui ont vocation à toucher un public large. Je prends peu de projets aussi, je dois le dire, puisque comme je travaille seul, D'accord. heu, j'ai une capacité d'absorption ouais, de 8, 9, 10 maximum projets, mais je ne peux pas faire plus. D'accord. Donc forcément, ça réduit aussi le spectre. Ce qui est important aussi pour moi, d'avoir un équilibre entre des projets qui sont des projets qui viennent de grands labels, hein, que ce soit de chez Universal, Warner, Sony ou autres. Mmh. D'avoir aussi cet équilibre avec des artistes qui viennent de labels indépendants, D'accord. voire des artistes qui viennent de nulle part et qui sont autonomes, qui sont indépendants. Mais ça, j'en prends assez peu parce que c'est un gros travail. Ça demande beaucoup de temps. Mais voilà, tout ça pour te dire que je ne prends pas simplement que des projets où il y a des gros moyens. Je peux avoir un coup de cœur. D'accord. Si j'ai bien compris, tu es seul, au sein de Canitro Co. Pourquoi ne pas Oui. avoir de collaborateurs ou de partenaires? Alors écoute, l'occasion ne s'est pas présentée pour avoir des partenaires. Je ne serais pas contre, mais bon, ça ne s'est pas présenté. Le Bon, message je suis pas passe. spéc voilà, mais ceci dit, je suis pas spécialement demandeur, hein. Voilà, OK. c'est une société qui vit bien comme ça. Par contre, j'ai eu des collaborateurs, et je dois dire, bah, que ça n'a pas toujours collé. D'accord. Heu, c'était des employés, hein, c'était pas des associés, mais ça s'est pas bien passé parce qu'effectivement, à un moment, je me suis retrouvé moi dans un espèce de système où, pour, payer mes collaborateurs, je devais faire plus de chiffres Mmh. et prendre justement des artistes et des projets qui étaient pas forcément, ce que j'aimais. D'accord. Donc j'ai réduit la voilure. Mmh. Ça m'a fait du bien tant éditorialement, parce que là, du coup, j'ai pu vraiment, défendre les projets que j'aimais et Mmh. puis ça m'a fait du bien aussi économiquement. Donc des fois, c'est pas la peine d'avoir des gros trucs, voilà, et Canitro Co, vit très bien comme ça. D'accord. Au sein d'une maison disque, est-ce qu'il n'y a pas un service déjà, relations presse, attaché presse? Oui, bien sûr. Alors il y a des services, de relations presse et d'attachés de presse et d'ailleurs, bien souvent, on travaille en étroite collaboration. Moi, D'accord. quand je travaille avec une maison de disques, mon propos n'est pas de dire: «Je vais faire mieux, je vais remplacer un tel ou un tel». C'est plutôt mon idée, c'est de m'insérer dans un schéma de travail, un schéma, d'équipe. D'accord. Heu, donc effectivement, les maisons de disques telles qu'on les imagine ont des attachés de presse sur différents supports. Ils en ont pour, bah, la presse écrite, pour le web, Mmh. pour la télévision, D'accord. pour la radio, ça peut être aussi, segmenté, des radios adultes, des radios qui ne sont pas musicales, et des radios jeunes. Bon, moi, j'ai choisi, si tu veux, de me spécialiser, dans la radio. Voilà, je ne fais que la radio. Je peux faire de temps en temps, la promo télé, Mmh. mais mon activité principale, ce qui occupe mon temps à 99, c'est la promotion radio. Je suis parti du constat qu'il valait mieux, maîtriser un média à 100 Mmh. et le faire à fond, plutôt que d'essayer de toucher à tout et finalement, au final, les résultats ne sont pas très, très probants. Heu, Évidemment, si je voulais, je pourrais, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir des collaborateurs, pour faire la promo télé ou la promo web, mais ça ne s'est pas présenté comme ça. D'accord. À quel moment un label
Ou alors un label, major, un label indépendant et un artiste peut faire appel à tes services. à n'importe Est-ce quel qu'il n'y a pas moment. un moment plus propice dans leur projet? Est-ce que c'est forcément, je sais pas, on va dire pour la sortie d'un album ou est-ce qu'il y a d'autres moments qui peuvent être efficaces auxquels tu pourrais intervenir? Écoute, en général, les gens font appel à moi au début du processus, D'accord. de lancement du projet bien souvent, c'est souhaitable d'ailleurs en amont, hein. Donc voilà, quasi généralement, c'est ça. C'est pas on m'appelle pas, au milieu du lancement d'un projet ou en fin de lancement du projet, ça n'a aucun sens. Donc quasi généralement, je suis impliqué sur un projet avant son lancement parce que, heu, on fait un espèce de rétro-planning, Bien bien sûr. souvent à 2 ou à 3 mois avant une sortie commerciale d'un d'un projet, hein, que ce soit Mmh. une sortie commerciale en digital, hein, sur des Spotify, Deezer ou iTunes ou en physique. Mmh. Il arrive aussi des fois que j'intervienne une fois que le label, ou l'artiste a installé une base assez solide pour être développé, sur différents supports. Ça peut être, encore une fois, ça peut être le web, Mmh. ça peut être, la scène, ou la presse et à ce moment-là, on dit: «Bah, tiens, c'est au tour de la radio de rentrer, dans le jeu». D'accord. Heu et ça peut être intéressant parce qu'on a souvent tendance à considérer que la la promotion radio, doit tout faire, mais on ne peut pas tout faire, en radio. Je veux dire, les radios sont c'est le média, leader, mais les radios sont très, très sollicitées. Donc quand on arrive, devant les programmateurs ou des directeurs de programme avec un projet qui n'a pas, encore une base solide sur d'autres supports médiatiques, bah, des fois, on se heurte à des refus. Donc on peut être beaucoup plus fort si on arrive devant ces programmateurs avec une très belle revue de presse Mmh. ou avec, une liste de dates, de concerts qui sont impressionnantes ou X milliers, de vues, sur YouTube. OK. Du coup, tes missions, elles durent combien de temps en moyenne? Si tu interviens, on va dire 2-3 mois avant le lancement, Ouais. pendant le lancement, tu restes combien de temps? Et est-ce que tu as, encore du travail après lancement? Alors, l'émission en général, c'est un peu la règle, c'est 3 mois. D'accord, Heu, c'est un peu illusoire de penser qu'on puisse faire émerger un artiste en 1 mois, c'est quasi impossible. absolument. Donc c'est 3 mois, minimum, Mmh. heu et ensuite le prolongement se fait en fonction du succès du projet. Si ça prend, on accompagne l'artiste pendant, 6 mois, 9 mois, voire 1 an. D'accord. Heu Si ce n'est pas probant, bah, oui, bah, on arrête, on arrête au bout de 3 mois. Ça peut arriver qu'on arrête au bout de 2 mois, hein, mais en général, nous, quand on est, investi sur un projet, on veut vraiment aller au bout des choses, quoi. On peut pas non plus, se démobiliser ou se dire: «Ben, on arrête parce que les accueils sont pas bons». Bien souvent, on arrive aussi à faire émerger des projets parce qu'on est persévérant. Mais surtout parce qu'on sent qu'il y a quelque chose. Des fois, ça sert à rien aussi, il faut le dire, de faire de l'acharnement thérapeutique, hein. Si les radios n'en veulent pas, bah, voilà, ils n'en veulent pas. Comment est-ce que tu t'adresses aux radios? Est-ce que tu as un pitch? Alors comment on s'adresse aux radios? Oui, on a un pitch, Mmh. effectivement. En général, c'est de la biographie ou ce qu'on D'accord. appelle un argu promo. C'est c'est un élément qui nous est fourni, généralement, par, par le label, Mmh. hein, par, ce qu'on appelle le chef de projet D'accord. ou le directeur du marketing. On a évidemment la musique, qu'elle soit en matérialisé ou en dématérialisé. Heu bah, mon travail au quotidien, c'est des contacts, avec les directeurs des programmes, avec les programmateurs. Mmh. Bon, là, on est dans une période un petit peu, différente où, les contacts, ne se font quasiment exclusivement que par téléphone ou visioconférence. Mmh.
Mais en temps normal, c'est aussi beaucoup de rendez-vous et de déplacements, dans les radios pour faire écouter, pour présenter le projet. Là, on ne D'accord. peut pas le faire, donc c'est essentiellement des contacts téléphoniques et heu, l'appel en général, c'est, bah, voilà: «J'attire ton attention sur tel artiste, et il faut absolument que tu l'écoutes et dis-moi ce que tu en penses et on se rappelle la semaine prochaine». D'accord. OK. Grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Grosso modo. J'imagine que Mmh. ça doit être encore plus précis et beaucoup plus, compliqué sur le terrain, mais c'est bien Ouais, résumé. non, ouais, non, mais c'est pas toujours compliqué, hein. Je veux dire, Mmh. il y a des gens qui sont vraiment très sympas dans les radios, qui sont ouverts, qui ont envie de faire découvrir des nouveaux talents. Donc non, c'est pas toujours, compliqué, mais il faut arriver au bon moment. Mmh. Voilà. Mmh. Bien sûr. J'ai des artistes autour de moi qui ont pu s'approcher des radios, mais les morceaux sont restés bloqués en commission. Est-ce que c'est une, étape obligatoire pour chaque morceau ou c'est vraiment pour des projets qui sont en développement, pas encore forcément, bah, du coup, pas Commission connus du grand d'écoute? public? Oui, 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 c'est une étape obligatoire. d'accord, pour n'importe Ouais, quel artiste? ouais, que ce soit un artiste, connu, pas connu, indépendant, signé dans un label. Oui, oui, OK. c'est quasiment obligatoire. Heu, c'est sûr que les artistes auxquels tu fais référence, je peux très bien imaginer qu'ils aient été directement voir les radios, qu'ils aient eu le sentiment peut-être, d'être, envoyés sur les roses, pas forcément méchamment, mais quand même. Mmh. Mais c'est ça, non, non, on leur a pas dit des choses, qui n'ont pas de sens. Heu, voilà, il y a un processus à suivre, il y a des règles, D'accord. heu et effectivement, les gens de radio, comme je te disais tout à l'heure, ils sont très, très sollicités, donc tu peux pas non plus, arriver comme ça dans une radio, «Ouais, j'ai mon disque, c'est génial». Bon, après ça peut arriver, hein, il peut y avoir des coups de cœur, il peut y Mmh. avoir, des gens qui disent: «Bah oui, bah, rentrez, on va écouter le titre ensemble». C'est possible, ça peut arriver, mais c'est quand même C'est assez rare. marginal, ouais. Mmh. Comment se déroule une commission d'écoute? Tels que je les imagine, tels que je le sais, c'est des réunions, hebdomadaires qui se D'accord. font, dans les radios où tu as en général le directeur, des programmes, Mmh. pas le directeur de la radio, parce que le directeur de la radio, lui, il ne gère pas la musique, D'accord. à de rares exceptions près. Donc je te disais, voilà, en général, c'est le directeur des programmes, qui peut être assisté de ses programmateurs. Mmh. Bon, il peut y avoir un, 2, 3 programmateurs. Il peut y avoir aussi quelques animateurs parce que, le directeur des programmes aime bien aussi, avoir des avis, de gens qui ont une oreille, un peu différente, mais en même temps des oreilles qui connaissent la musique et qui connaissent le produit radio sur lequel ils travaillent, hein. Mmh. Voilà, si c'est des radios commerciales ou si c'est des radios, dance, il faut des gens qui soient vraiment branchés, sur ce type de musique. Bon, il y a aussi des radios où, il n'y a qu'une personne qui décide, hein. D'accord. C'est le directeur des programmes. Alors soit c'est parce que la personne en question, heu, comme elle a le dernier mot, elle juge qu'elle peut décider toute seule. Et puis bon, bah, il y a des gens qui sur des radios qui sont pas forcément des grosses radios, bah, les gens qui le font tout seuls parce que, ils n'ont pas d'autre solution. D'accord. En tout cas, moi, je peux dire que les réunions en question, en général, c'est des réunions qui sont hebdomadaires, D'accord. et que nous, notre travail, c'est aussi, d'alerter les programmateurs ou les directeurs des programmes, en amont de cette réunion en disant: «Bah, voilà, il y a telle et telle nouveauté qui est formidable, il faut que tu l'écoutes» ou, «On a tel projet qui est en train de monter, qui est en train de cartonner, heu, il est sur ton antenne ou il est pas, est-ce que tu peux revoir ta position? Est-ce que tu peux le faire monter? Est-ce que tu peux le faire entrer en programmation?» Voilà, c'est aussi ça notre travail. C'est un peu on va prendre une image, qui est peut-être un peu, rigolote, heu, mais qu'il ne faut pas la prendre au sens propre du terme. Je veux dire, on peut imaginer qu'il y a un requin et puis, nous, on est le poisson pilote, quoi. OK. Tu vois? On guide, OK. on donne des idées. Voilà, après, le libre arbitre, c'est pas nous qui l'avons, hein, c'est eux, quoi. Voilà. Oui, mais ça veut quand même dire qu'il y a quand même plus de chances qu'un morceau, passe en commission d'écoute et
est une entrée potentiellement en radio quand c'est quelqu'un comme toi qui apporte le morceau que quand c'est l'artiste en lui-même ou alors quelqu'un qui n'a pas ton réseau? Oui, oui, il y a plus de chances. Il y a plus de chances parce que les gens nous connaissent et que, heu, Ils ont confiance? ils ouais, ils ont confiance et puis ils aiment bien avoir affaire à des gens, justement en qui ils ont confiance et qui connaissent. Heu et puis ça facilite les choses pour les artistes. C'est pour ça Mmh. qu'ils font appel à nous. C'est sûr que si, un artiste X appelle une radio et que le directeur de programme ou le programmateur ne le connaît pas, bah, peut-être qu'il ne le prendra pas au téléphone, Bien tu sûr. vois? Donc voilà, il y a un peu, comme dans tous les métiers, bah, il y a des codes. Voilà, il y a des codes, il y a des règles, et nous, quelque part, on n'est pas là pour, pour bloquer les gens. Au contraire, on est là pour faciliter les choses, pour faciliter l'accès des artistes Mmh. à la musique et puis je pense que de toute façon, c'est pas bon qu'un artiste, fasse sa promo. Mmh. Heu, bon après il y en a qui n'ont pas la possibilité de faire autrement parce qu'un attaché de presse, c'est un budget. Voilà. Absolument. Toi, en tant qu'attaché presse, tu as une obligation de moyens et non pas de résultats. Comment est-ce que tu justifies tes actions? Alors, dans le cas où ça réussit, que le titre est entré en radio, que le morceau a une visibilité, dans ces cas-là, c'est concret, ça existe. Mais dans le cas contraire, comment tu fonctionnes? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'il marche, qu'il ne marche pas, qu'il passe ou qu'il ne passe pas en radio, nous avons effectivement obligation de moyens, Mmh. pas obligation de résultat. Mmh. Donc c'est pas un argument derrière lequel on se réfugie en disant: «Bah, on n'a pas obligation de résultat, Bien sûr. donc voilà, on fait ce qu'on veut». Non, on a obligation de moyens, donc on met les moyens pour travailler sur nos artistes, pour les développer. Et notre travail, il est justifié par les contacts qu'on a régulièrement avec nos clients, Mmh. avec des infos qu'on échange par email très régulièrement, et puis périodiquement par des comptes rendus promo. D'accord. Il y a aussi un outil de mesure de notre travail qui s'appelle le Yacast, Oui, que tu connais peut-être, oui. voilà, et voilà, un, une société qui fait un relevé des diffusions radio. Et là, pour nous, c'est un indicateur de ce qui se passe en radio. C'est quelque chose dont nous, on se sert pour justifier notre travail. D'accord. Et nos clients le voient. Les clients voient si ça démarre en radio, ou ils voient si effectivement on a des difficultés. D'accord. Donc voilà, c'est complètement transparent, il n'y a rien d'opaque. On justifie notre travail comme ça. D'accord. Comment est-ce que ton métier a évolué depuis 20 ans? Bah, écoute, il a évolué, avec la crise, hein, et je Les dois dire crises, que ouais et pour le les coup. crises, ouais, pas on parle pas que de la crise sanitaire, mais on parle aussi de la crise économique, Absolument. la crise, des métiers, de la musique. Il a évolué et je dois dire que je suis plutôt, sans faire d'autosatisfaction, je suis plutôt content d'avoir lancé Canitro & Co quand c'était les grandes années du disque, ce qui m'a permis d'avoir une belle rampe de lancement. Si je devais lancer Canitro & Co aujourd'hui, je pense que je réfléchirais et je suis pas sûr que je le ferais. En tout D'accord. cas, je vois quelques-uns qui se lancent maintenant et je dis pas que c'est mission impossible, hein, ils ont raison d'essayer. Moi, je suis pour la libre entreprise, je suis pour la concurrence, loyale et saine. Mais je reconnais aussi que c'est plus difficile maintenant de se lancer dans un business. Dans un business de façon générale ou dans le métier que tu exerces? Dans un business d'une façon générale, oui, mais oui, dans le métier dans lequel j'exerce, oui, oui, tout à fait. D'accord. C'est difficile. Ou alors il faut être très, très spécialisé. OK. Il faut travailler sur des niches, peut-être comme toi, le web, ou être community manager. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait porteuses et qui ne demandent pas forcément de gros investissements ni d'avoir des bureaux et des dizaines de collaborateurs. Mmh. Mais moi, sur mon secteur d'activité, qui est en crise quand même, voilà, je pense que on doit faire attention à nos investissements et c'est pour ça aussi que je suis un peu, moi, une micro-entreprise, quoi. J'ai pas envie de
j'ai pas les moyens de toute façon d'être une grosse société. Après, comme on disait tout à l'heure, si quelqu'un veut rejoindre Cali3 Co et, et, euh, C'est et vraiment un appel, là, hein. ah non, 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 mais c'est toi qui me l'as un peu, c'est toi un peu qui me l'a suggéré, mais je pense pas qu'on trouvera. De toute façon, je suis pas à la recherche de ça. Je suis pas dans une position où je recherche ça. Après, tu sais, je crois que des fois, quand tu cherches, tu ne trouves pas, et que bien souvent, tu évolues dans ton métier uniquement par des rencontres et des concours de circonstances. Donc voilà, ça se fera pas. Ça m'embête pas, moi ça va. J'ai déjà fait pas mal de choses dans ma vie et je peux très bien continuer comme ça. Est-ce qu'un attaché presse, une attachée presse devrait plutôt faire ses armes dans un label, dans une major, avant de se lancer en indépendant? S'il a la possibilité de le faire, oui, c'est le bon cheminement. Et effectivement, je connais pas mal d'attachés de presse, parce que c'était mon cas aussi, qui ont fait leurs armes sur le tas, comme on dit, Mmh. et qui ont commencé, bon, bah oui, peut-être par des tâches qui sont un peu ingrates, mais qui sont hyper formatrices, qui nous apprennent à, à maîtriser ce métier à différents échelons. Mmh. Euh, Bien souvent, des gens qui sont attachés de presse, maintenant, ont commencé comme stagiaires. D'accord. Donc voilà, c'est un bon processus. Après, les stagiaires, je sais que c'est un peu ingrat aussi, quoi. C'est pas toujours génial, mais je crois que si on a la chance de pouvoir faire un, deux, trois stages et que ça se passe bien et que euh, Qu'on on apprend. se révèle aux autres et que ça nous révèle aussi des choses Mmh. sur ce qu'on a envie de faire. Peut-être que ça peut nous dire aussi, bah, finalement, non, je ne suis pas fait pour ce métier. En tout cas, si ça révèle des choses positives, on a de bonnes chances de faire carrière dans ce métier. D'accord. Selon toi, quelles sont les qualités indispensables pour, un attaché presse? Alors, il y en a plusieurs. Pour moi, la première des qualités, c'est le sens de la communication, Mmh. Oui. l'envie de faire partager notre passion et les projets qu'on a entre les mains. Et puis après, bah, il y a d'autres qualités qui sont aussi importantes et complémentaires. C'est l'empathie, voilà, Mmh. que les gens aient envie de travailler avec toi. Est-ce que toi, ce que toi, tu véhicules de positif dans tes communications, dans tes conversations, et puis aussi une très, très grande rigueur professionnelle. Mmh. Euh, Peut-être plus d'ailleurs quand tu es indépendant que quand tu es dans une société, parce que dans une société, tu bénéficies d'un effet de groupe. Voilà, tu es un peu dans une meute, donc il y a une dynamique, il y a des gens qui vont tous dans la même direction, et puis des fois, tu peux t'appuyer sur différentes personnes. Quand tu es indépendant, quand tu es tout seul ou toute seule, là, tu peux compter que sur toi. Donc il faut avoir plus que jamais de la rigueur. Absolument, et un peu de niaque. Ouais, ah, même, beaucoup même. Pas qu'un soupçon. Est-ce que tu peux me donner des conseils aux artistes qui font eux-mêmes leurs, relations presse, leurs promotions et qui vont à la pêche à la visibilité? Alors, les artistes qui font eux-mêmes leur promotion, bah, comme je disais tout à l'heure, bien souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément Le d'autres budget? solutions, Mmh. soit les budgets ou ils n'ont pas non plus les connaissances, hein. Mmh. Moi, je vois aussi beaucoup d'artistes indépendants à qui il manque, par exemple, un manager. Mmh. Voilà. Bien souvent, c'est le manager qui est la pierre angulaire du succès d'un artiste, d'un groupe ou d'un projet. Euh, donc moi, ce que je conseillerais en général à ce type d'artistes, c'est déjà d'être en place par rapport à leur projet artistique, Mmh. vraiment en place, mais au maximum. C'est quoi Que en ce soit, place? alors voilà, en place, que ce soit dans la production de leur titre, D'accord. mais également dans la façon dont ce projet va vivre, et en particulier sur scène. Voilà. OK. Sur scène et
sur les réseaux sociaux, parce que souvent, ces artistes-là, et même des artistes qui sont déjà dans des maisons de disques, gèrent eux-mêmes leurs réseaux sociaux. Mmh. Euh, ils ne sont pas tous des community managers. Donc voilà, je pense que ces artistes doivent privilégier leur musique, la scène et le web. Et c'est après que la promotion traditionnelle, la promotion radio peut intervenir. Mais eux, ils doivent déjà faire ce travail. Et c'est peut-être à ce moment-là que, comme on dit, quand il y a un buzz, les gens vont commencer à s'intéresser à eux, quoi. Donc OK. moi, je crois que c'est ça le schéma idéal. Mmh. Euh, pour ces artistes, en tout cas, c'est les conseils que je leur donne. Moi, je sais, j'ai souvent des sollicitations d'artistes qui me disent: ah ouais, on aimerait travailler avec vous. Bon, ils ont l'impression, à tort ou à raison, qu'on est des magiciens. Mais c'est Mais pas non. suffisant d'avoir un attaché de presse. Il faut que le projet il soit vraiment optimal. Voilà. OK. Dans le cas où le projet est optimal, en termes de production, scène, réseaux sociaux, mais que tout de même il n'y a pas de budget disponible à l'instant T, pour faire appel à tes services, par exemple, que peut faire l'artiste et que peut faire son équipe? Dans le cas où il y a une équipe, évidemment. Bah, il peut faire aussi une levée de fonds, hein. Il peut aller Mmh. sur KissKissBankBank, OK. par exemple. Ouais. Ça, c'est bah, des trucs participatifs, quoi. Mmh. Voilà, moi, j'en connais, hein, des artistes, hein, qui ont fonctionné comme ça et ça se passe bien en général, hein. Ils arrivent à fédérer autour d'eux une communauté de fans, Mmh. de followers et de gens qui disent: bah ouais, bah, on croit en ce que tu fais, on va On va soutenir. participer, on va t'aider, on va Mmh. financer ton album ou on va financer un concert. Euh, Moi, c'est l'idée que je donne, hein. Après, je me trompe peut-être, hein. Mais voilà, je pense que c'est ça. C'est une des l'idée. solutions. Oui, oui, Ouais, effectivement. une des solutions. J'ai pas à ma connaissance, en tout cas, de subventions qui pourraient si peut-être, qui pourraient aussi, soutenir, un budget, promo attaché presse. Il me semble que dans le crédit d'impôt Phono, ça peut être intégré. Je dis ça parce que j'ai suivi le cursus format 6 mois il y a pas bien longtemps, donc c'est encore un peu frais. Ouais. Mais en termes de subventions, pas à ma connaissance. Non, après il y a les autres subventions, qui sont plus, on va dire, institutionnelles. Mmh. Heu, Bah, tu as la SACEM qui peut aider. Tu as, je crois que tu as la Spedidam qui aide les artistes. Tu as le fonds pour la musique. Ouais. Voilà, donc ça, c'est des institutions qui peuvent aider les artistes. Mmh. Ça demande, pour les artistes, un vrai travail de recherche sur le net. Mmh. Voilà, il faut taper sur ton moteur de recherche aide aux artistes musicaux en particulier. Et le site Et internet Mon surtout Projet en général. Musique. Voilà. Ouais, il y a le site internet monprojetmusique.com ou .fr, mais je crois que c'est .com qui recense toutes les subventions, possibles, qui est régulièrement mis à jour, donc il y a des Alors, c'est infos, je vrai pense, que ça dessus. s'apparente souvent un peu à un parcours du combattant, Oui. mais ça vaut vraiment le coup de le faire. Vraiment. Il y en a qui disent: «Oh, c'est trop fastidieux, ça me saoule, j'ai pas le temps», mais bon, après, tu es content de l'avoir fait, si tu es aidé, Mmh. même symboliquement, quoi. Voilà. Absolument. Et puis je pense que c'est aussi, gage, d'implication dans le projet. Entre une personne qui va remuer un peu ciel et terre pour, faire avancer et trouver de l'argent pour faire avancer le projet, que quelqu'un qui attend, ou qui tout de suite, est dans un mood négatif de: «Je vais pas de toute manière, c'est trop compliqué, je vais pas y arriver» et Ouais, cetera. bien Je pense sûr, que c'est bien sûr. aussi gage d'implication. Ah mais tout à fait, tout à fait. De toute façon, moi, quand je travaille sur des artistes, je suis en confiance quand je vois que des artistes s'impliquent vraiment sur tous les aspects de leur métier, que ce soit Mmh. un aspect, ben, un peu administratif, comme on dit, que ce soit un aspect promo. Bah oui, on demande aux artistes d'être disponibles, hein, parce que sinon, c'est pas la peine. Absolument. Et puis, bah, quand ils s'impliquent aussi, bah, sur leur communication. En général, on a des artistes qui font leur promo web eux-mêmes. Alors, je dis pas que c'est le but final, mais en tout cas, s'ils le font pour commencer et qu'ensuite ils partagent leur, euh, leur code d'accès avec quelqu'un qui prendra le relais, ça peut être bien aussi. Mais en tout cas, les gens
qui démarrent en faisant eux-mêmes leur promo web, ça veut dire que c'est des personnes qui sont très, très motivées. Absolument. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'un projet musical va se démarquer des autres, au regard des professionnels et du public? Ben, ça tient, essentiellement, à l'œuvre, musicale, hein. Là, si on parle d'un titre, hein, par exemple, Mmh. voilà, un titre qui tout d'un coup, attire l'attention et du public et des professionnels, Mmh. parce qu'il est différent, parce qu'il a il est il est, il est c'est il correspond à l'univers de l'artiste, hein. Si on prend un groupe comme Boulevard Désert, bon, bah, ils ont leur univers à eux, tu vois? C'est clair, hein, il y a quelque chose de vraiment d'exceptionnel et formidable dans ce qu'ils font, et c'est unique. Heu, Ils ressemblent à personne d'autre. Donc voilà, c'est ça qui fait que ça peut fonctionner. Après, qu'est-ce qui fait qu'un projet musical peut attirer? Bah, les professionnels, bah, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, tout ce que toi tu peux créer autour de ton projet, un environnement, heu, des articles de presse, des concerts, des parutions sur les réseaux sociaux, des visions sur, YouTube. Et voilà, c'est quelque part, c'est ce qu'on appelle le buzz, encore une fois. Mmh. Voilà, c'est ça qui fait en sorte que tout d'un coup, les professionnels se disent: «Ah, là, il y Il a y a un quelque truc, chose, on va s'y intéresser». absolument. Faire la promotion auprès de nombreux médias, t'oblige et en même temps requiert un réseau important. Comment est-ce que tu travailles ton réseau? Comment est-ce que tu l'as travaillé et comment est-ce que tu continues de le travailler aujourd'hui? Alors, je l'ai travaillé, depuis des années, évidemment, comme tu t'en doutes. Évidemment, oui. Heu, voilà, mais comme rien n'est figé, c'est un réseau qui doit être sans cesse réactualisé et qui doit être mis à jour, optimisé. Hem, voilà, moi je change mes contacts médias, je les renouvelle, régulièrement. Je ne peux pas me satisfaire d'avoir une base de données avec laquelle je travaille qui soit, périmée. Donc ça, Bien sûr. c'est vraiment la base, quoi, tu vois? Mmh. Voilà, donc ce réseau-là, c'est important et donc quand j'ai ce réseau et ben, je le travaille, heu, au mieux. Je préfère d'ailleurs avoir peu de gens dans mes contacts réguliers, que ce soit téléphonique, email ou sur les réseaux sociaux, Mmh. heu, mais les travailler, à fond, quoi. Vraiment très bien, quoi. Je veux dire et en même temps, voilà, c'est des contacts qui sont assez souvent, amicaux, sympathiques. Je ne considère pas les choses, différemment. On n'est pas dans des rapports de force. Mmh. Donc voilà, c'est des contacts qui doivent se passer, de façon, agréable, tout en étant professionnel. Donc Bien sûr, voilà, donc un réseau, bah oui, un réseau, c'est pas figé, un réseau ça s'entretient. absolument. Comme ça fait quand même longtemps que tu es dans le milieu et tu as quand même une très belle renommée, est-ce que ce sont des professionnels qui viennent vers toi spontanément pour se présenter ou c'est toi qui vas plutôt à la chasse aux contacts actuellement? En général, c'est eux qui viennent à moi. Waouh! Non, c'est bien. Bah, Alors c'est attention, super. je suis pas c'est pas prétentieux de le dire, mais Ah non, c'est du ça, tout. ça se passe comme ça. Après, il m'arrive aussi, façon, ponctuelle, de faire un petit coucou, «Je suis là, regardez ce qu'on fait». Et il m'arrive aussi, mais c'est quand même assez rare, de me manifester quand je trouve qu'il y a un projet qui est génial et que j'aimerais travailler dessus. Mais bon, ça, c'est assez rare. C'est assez Mmh. rare parce que, ça tient aussi, souvent du coup de cœur. Donc si vraiment je trouve un groupe, qui me plaît, je vais faire des recherches et moi, ça m'est arrivé récemment là d'ailleurs, je travaille sur un groupe belge qui s'appelle Lemon Straw, OK, Lemon comme citron et Straw Straw. OK. C'est un groupe qui est extraordinaire, qui est très connu en Belgique, mais qui n'a pas ni de distribution, ni d'attaché de presse en France. Bah là, ma démarche a été proactive et
Je les ai entendus sur une radio belge que j'écoute sur le net, une radio qui s'appelle Classique 21, qui est une très belle radio. Comme je les entendais souvent, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est génial. Ça sonne un petit peu comme du Coldplay. Euh, et j'ai été simplement sur Google. J'ai vu qu'ils avaient un site internet. Je suis remonté jusqu'à une adresse email. J'ai envoyé un mail et puis là, par bonheur, c'était le chanteur du groupe qui m'a dit non, on n'a pas de maison de disques en France, on n'a pas d'attaché de presse, donc si tu veux être avec nous, welcome. Mais ça, c'est assez rare, tu vois. Oui. Ils n'ont pas d'attaché de presse du tout ou simplement sur la France? C'est sur la France qu'ils n'en ont pas. Ils ont un attaché de presse en Belgique. D'accord. Et ils ne chantent pas en français, mais ils souhaitent quand même développer leur projet, leur album sur la France, parce que la Belgique est un très beau pays, mais ils sont assez influencés par les pays autour, que ce soit les Pays-Bas ou la France. Donc pour eux, la France, c'est un territoire qui est très important. D'accord. À quel niveau sont les différences quand tu prends en main un projet enfin, on va dire francophone, où le groupe ou l'artiste chante en français, ou là, dans ce cas, c'est un groupe qui chante en anglais? Dans les radios, il y a un système de quotas français, de passage, il me semble. Tu me dis si je me trompe. Comment est-ce que toi, tu travailles un projet anglophone par rapport à un projet francophone? Comment je travaille un projet anglophone? Je le travaille finalement pas différemment qu'un projet francophone. Je ne vais pas faire de ségrégation. Ce qui est important pour moi, c'est autant que le projet français ou anglophone soit de qualité. Mais effectivement, la stratégie est différente, un petit peu différente pour les projets qui ne sont pas français. En général, c'est des projets qui viennent de l'international, que ce soit l'Angleterre, les États-Unis ou la Belgique, dont on parlait. Donc, c'est une autre approche. Et quand on travaille sur ce genre de projet, qui bien souvent sont des très, très beaux projets, qui ont un réel potentiel, il faut aussi pouvoir être soutenu par le pays d'origine du projet ou de l'artiste et pouvoir s'appuyer sur des résultats dans les classements, dans les charts, comme on dit, ou encore une fois, des nombres d'écoutes sur Spotify ou des vues sur YouTube. Le projet français, plus souvent, est assez simple à travailler parce que il n'y a pas la barrière de la langue. On bénéficie aussi du fait que ces artistes peuvent rentrer dans ce qu'on appelle les quotas de diffusion français. Voilà, donc ils sont un peu privilégiés par rapport aux artistes internationaux. Et puis l'autre avantage, c'est que ce sont des artistes qui sont sur place et qui donc sont plus faciles à mettre à contribution pour la promo en France. Bien sûr. Et pour les artistes français qui chantent en anglais, quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer? Est-ce qu'on peut vraiment développer un projet en France anglo-saxon sans être anglais ou américain, ou en tout cas parler, ne pas parler anglais, mais en tout cas ne pas être issu d'un autre pays où la langue peut être anglais? C'est un peu plus difficile là. Là, c'est vrai que il y a des artistes français qui ont atteint des niveaux de notoriété internationale et qui peuvent se permettre de chanter en anglais. Si c'est les Daft Punk, par exemple, ou si c'est des groupes comme Air. Mais bon, ce sont quand même des exceptions. Les artistes français qui chantent en anglais auront, à moins que le titre soit énormissime, auront des difficultés à passer en radio en l'état, parce qu'ils vont avoir cette concurrence avec l'international. Ils vont être en frontal avec des grosses marques, des gros artistes internationaux, et puis ils vont pas pouvoir bénéficier de cet avantage de diffusion des artistes quota français. Donc
bien souvent, ce qu'on fait, c'est un petit peu une astuce. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'expérimente Avec depuis. Divaphone? Ben voilà, Mhm. exactement. Voilà, tout à fait. Tu as très très bien senti le truc. Avec Divaphone, qui sont des artistes français dont Mhm. partie du groupe est lyonnaise. Lyonnais. Voilà. Et c'est un groupe dont les influences sont internationales, sont électro, pop, Brit rock pour certains titres, et qui ne chanteront jamais en français. Pour eux, c'est hors de question. Donc, à partir du moment où ce constat est établi et que se pose la question de comment passer en radio en chantant en anglais, eh ben, l'astuce a été trouvée. C'est que leur album, les titres de l'album de Divaphone sont tous en anglais. Par contre, pour les singles qui sont envoyés en radio, la partie anglaise reste, mais on ajoute un featuring avec, en général, une chanteuse qui va chanter en français et qui va amener ce quota français, puisque pour être quota français, il faut 51% de l'œuvre musicale en français. D'accord. Voilà. Donc, il y a eu, pour Divaphone, il y a eu Get Up avec Léa Passy, et là, Mhm. actuellement, on a le bonheur d'avoir un succès avec Claire de Namur, qui amène justement la partie française à Divaphone dans le titre Would You Stand By Me. Ok. Voilà, donc c'est un peu l'astuce. Bon, après, le, 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 le problème, c'est que on est obligé de faire ça pratiquement à chaque fois maintenant. Mais bon, voilà, Oui, c'est le prix à payer pour passer en radio, mais on s'en plaint pas parce que ça ça passe. reste, ça passe et puis ça reste raccord artistiquement, ça reste très très beau, ça ne dénature pas l'œuvre originale. Le groupe est totalement impliqué dedans, ça ne se fait pas à leur insu. Mhm. Donc voilà, non, ça se fait vraiment dans la bonne entente. D'accord. Qui choisit la chanteuse, la chanson qui va passer en radio, donc la chanson qui va être adaptée version française? Qui est-ce qui est à l'origine de cette idée-là? En général, c'est l'attaché de presse. D'accord. C'est moi. C'est moi qui fait une proposition. Après, elle est validée ou elle n'est pas validée. Ça peut se faire aussi de façon plus générale, ça se fait d'une façon collégiale. Mhm. Mais bon, moi, je tiens aussi à donner mon point de vue parce que après, c'est moi qui vais au charbon. On peut dire, bah oui, alors tu as voulu que ça soit ça, bah alors maintenant, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est ton choix. Mhm. Donc, tranchant. Mais bon, voilà, en général, les choix des singles sur Divaphone, mais aussi sur d'autres artistes, hein, pas que Divaphone, Mhm. se font d'une façon collégiale. Moi, j'ai envie que les décisions soient partagées et qu'on soit tous impliqués au même niveau sur le projet, que ce soit Divaphone ou autre. Mais bon, l'avis de l'attaché de presse radio est très important parce que on me fait confiance, on sait que j'ai une expertise sur la radio et que j'ai une oreille qui est adaptée à ce que veulent euh, entendre les professionnels de la radio qui, eux, après, jugent de ce que voudront entendre leurs auditeurs. Donc, quelque part, moi, je suis un peu là aussi pour anticiper ça, pour Mhm. dire voilà ce que je préconise, voilà comment je vois les choses. Après, c'est validé ou c'est pas validé, mais en général, c'est validé. D'accord. On s'approche tout doucement de la fin. Euh, D'accord. que conseillerais-tu aux artistes qui veulent lancer leur projet? Ce que je conseille aux artistes d'une façon générale, c'est d'être patient, persévérant et, comme on disait tout à l'heure, d'être très très impliqué dans leur projet. Ils ne peuvent pas le faire en dilettante. Des fois, il y en a qui n'ont pas la possibilité de faire autrement. Je peux le comprendre parce qu'il faut vivre. Hein. Moi, je ne dirais jamais à un artiste de laisser tomber une source de revenus ou son travail pour faire que de la musique. Ça, je ne le dirai jamais parce qu'il faut vivre de sa musique et c'est pas évident.
Donc, je conçois que dans un premier temps, il faille avoir une espèce de double vie ou de double carrière. Mais en tout cas, il faut être très, très investi dans son projet et puis bien le mettre sur les rails. Et à un moment, c'est un peu une porte ouverte de le dire, mais ce qui fait le succès d'un projet, c'est à la fois le talent de l'artiste, mais c'est aussi les gens qui vont entourer le projet. Mmh. L'équipe qui va être autour du projet. Donc, c'est vrai que nous, on peut arriver au moment où le projet est mûr, et c'est là où on peut lui permettre d'exploser. Tu vois, je veux dire, moi, l'image que j'ai souvent, c'est une fusée où il y a 3 étages. Mmh. Bon, bah, le premier étage, c'est l'artiste qui l'allume, hein, c'est les fondations du projet. Il y a le deuxième étage où on peut intervenir, et puis le troisième étage, c'est nous qui le mettons sur orbite, quoi, qui faisons vraiment en sorte que le projet soit en pleine puissance. Mais voilà, c'est sûr que on peut pas tout faire, nous, les attachés de presse. Il faut Mmh. qu'il y ait des bonnes bases sur un projet. Et voilà, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande aussi des moyens. Mmh. Je le conçois. Mais voilà, moi, je pense que les artistes, je leur conseille vraiment d'être patients et persévérants. Et s'ils sont vraiment investis dans leur truc, et s'ils sentent que le public répond positivement, ils sont sur la bonne voie. OK. Eh bien, on va s'arrêter là. Moi, en tout OK. cas, j'ai passé un super moment avec toi, c'était génial. Merci beaucoup, Réciproquement, Jean-Michel, Justine. Merci à toi. et à très bientôt. Au plaisir. Oui, j'espère. Merci. Salut, À bientôt. à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcasts, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Just In Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Just In Tuned.